Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer les organistes et les compositeurs et qui fait suite à la précédente vidéo. Alors, Riccare, Cento, prélude, préambule, intonazioni, verset, toccata, canzone, differencias, cazia, variation. Toutes ces formes au XVIe siècle ont contribué à la naissance d'un art instrumental. Ces genres souvent se chevauchent. S'ils n'offrent aucun caractère intangible, c'est peut-être que l'instrument auquel ils s'adressent n'a pas encore trouvé son équilibre. 16e siècle de l'expérience, disions-nous avant dans la précédente vidéo. 17e siècle de la raison et de l'organisation. Si l'instrument classique reçoit une composition désormais immuable, désormais les formes obéissent à des lois que nous verrons observer en tout pays. Bach apparaît comme un couronnement au mouvement dont il nous faut distinguer les grands foyers. Les centres principaux qui vont tous converger en une magnifique synthèse et une ascension croissante vers Jean-Sébastien Bach sont au nombre de 5. Les pays néerlandais, la France, l'Italie, les pays germaniques du Midi et les pays germaniques du Nord. En marge, nous aurons à dire quelques mots de la péninsule ibérique dont Jean-Sébastien Bach ne semble pas avoir connu les œuvres du XVIIe siècle. Si le lecteur se souvient de la place qu'ont tenue les terres néerlandaises du XIIIe au XVIe siècle dans l'art vocal, il ne s'étonnera pas de trouver à Amsterdam un maître qui exercera une influence bienfaisante et prolongée sur l'Europe dans l'art instrumental. Jan Peeters Sweelinck est organiste de la Grande Église 1562-1621. En ses mains, il réunit toutes les traditions. En son œuvre, il les assimile. Sans avoir été en Italie, il connaît chacun des procédés de l'art vénitien. Et si la musique française ne lui échappe pas, il n'a cessé de vivre dans l'ambiance des organistes anglais, des virginalistes qui, devant la persécution, ont fui et trouvé refuge en Hollande. Ceux-là l'ont fait profiter des leçons d'un Cabesson, 30 ans plus tôt, avait donné à leur père. Sweelinck marque donc le trait d'union entre les différentes écoles occidentales. Le faiseur d'organiste va donner à tous ses disciples d'outre-Rhin le goût du contrepoint, de la fugue et de la variation, car c'est en ces genres qu'il excelle. Ajoutez à celui-ci la toccata, les ricercari et les fantaisies qui témoignent de son éblouissante virtuosité. Ce rhéteur a le sens de l'architecture, mais aussi de la diversité dans ses fantaisies en écho. Il fait joindre à la grandeur vénitienne les raffinements des virginalistes aux dissonances des Italiens, les subtilités rythmiques des contemporains d'Élisabeth. Son plus beau titre de gloire ne serait-il pas d'avoir formé un Duben, un Schaeffer, un Schied et un Pretorius, un Scheidemann, tous organistes au XVIIe siècle qui ont considérablement enrichi le sillon de la variation et celui du choral. Samuel Scheidt, 1587-1654, fut organiste de la cathédrale de Halle. Scheidemann, 1595-1663, fut organiste de Sainte-Catherine de Hambourg. Le premier fonde l'école de l'Allemagne centrale, le second une école de l'Allemagne du Nord. L'un emprunte à son maître ses nobles architectures, l'autre ses exubérances, ses envolées. Scheidt, en ses chorales, ses variations, reste un maître de la vie intérieure. Scheidemann assigne à l'orgue un rôle officiel et d'apparat. Fantaisie, canon, toccata, variations sur les psaumes, des hymnes, des chorales versés pour le Kyrie, Scheidt a traité toutes ces formes. Il s'est resté classique dans l'art de manier le contrepoint. Il devient révolutionnaire lorsqu'il décide de varier un thème, la passum mezzo. S'empare-t-il d'un choral, il édifie sur le chant un commentaire d'une esquisse poésie
incorpore à son discours telles que ces dissonances dont Sweelinck lui a livré la clé. Scheidemann demeure quelque peu en arrière avec des toccata, des fantaisies, des préambules, des chorales. Il recherche le décor pour lui-même et ce faisant devient le créateur de cette école hambourgeoise dont Bach n'a pas rejeté les formules qui rejoignent au travers de l'art de Sweelinck, l'art des Gabrielli. La musique d'orgue française du XVIIe siècle s'alimente à un double courant. Ici, un art austère et rigoureux, qui a pour lui la tradition liturgique et grégorienne. Là, un art profane et souple, qui a pour lui la tradition populaire et dramatique. Deux écoles qui vont se fondre à la fin du XVIIe siècle et à l'orée du XVIIIe siècle en la personne de François Couperin et celle de Nicolas de Grigny, ces deux maîtres dont l'œuvre ne fut pas d'un mince profit pour Jean-Sébastien. La première école est issue du besoin qu'éprouvent les organistes de transposer l'art vocal sur le plan instrumental. Le ricarré des Italiens et des Espagnols n'est pas autre chose qu'un motet vocal conçu pour l'orgue. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, quelques compositeurs écrivent pour les instruments, sans spécifier qu'il s'agit de plusieurs instruments solistes ou d'un instrument d'harmonie. Des fantaisies, dont certains sont des ricercari, sur des thèmes grégoriens, ainsi font l'organiste Costellet, Claude Lejeune et surtout Eustache de Corroy, dont les fantaisies à 3, 4, 5 ou 6 voix publiées en 1610 ne sont que de longs tientos d'un contrepoint un peu rugueux. Son véritable successeur, créateur de l'école d'orgue française, est le chanoine de Rouen, Johann Titlouse, 1563-1633. Toute sa musique d'orgue, des versets pour les hymnes et des versets pour les magnificats, évolue dans une ambiance grégorienne. Il conserve au mode son caractère et l'altère ici et là pour donner quelques saveurs à son langage. Maître de l'écriture, il cultive 3 formes dont il se fait le champion en France. Le ricarré en 2 ou 3 périodes, l'une contrapuntique, l'autre plus animée, moins raide. Le plein jeu, opposition entre le thème de l'hymne en valeur longue à la taille ou à la basse, confiée aux anches du pédalier, et toutes les fournitures accouplées des claviers du grand orgue et du positif, brodant un tissu à 3 voix aux lignes plus nerveuses et accusées. Le choral figurait des formations du genre précédent et qui revient à décomposer le texte liturgique en plusieurs fragments, chacune des 3 premières voix étant traitée à la manière d'une exposition de fugue, le 4e entrant plus tard en valeur augmentée. Architecte, Titlouse sait voir grand. S'il n'a pas le charme de Sweelinck, il est français comme un Fouquet par le côté monumental qui s'attache à son art, un art de cathédrale. Ainsi opère un Raquet, l'organiste de Notre-Dame au temps de Louis XIII, en sa grande fantaisie, ainsi un Pierre de la Barre, réputé maître de contrepoint, ainsi un Roperdet, en ses fugues et caprices en 1660, ainsi le novateur Couperin. Mais voici qu'au même instant, 1650-1665, sous de multiples influences, citons entre autres celles du luth, du clavecin, de la mélodie italienne, de l'art dramatique, la musique d'orgue perd son caractère liturgique et s'humanise au contact d'un monde moins austère. À la suite de clavecin, elle emprunte ses cadres, au théâtre son récit. Dans une même suite ou messe pour orgue, voisinent désormais duo, trio, dialogue, basse de trompette, récit de Nazar, récit de voix humaine, récit de cornet, de chromorne. Le ricercarré n'est plus représenté que par un bref prélude ou une pièce fuguée concise à 3 et ou 4 voix. La part est faite grande aux pages qui mettront en valeur les jeux de concert de l'orgue français. L'organiste se double d'un claveciniste.
Il oublie trop souvent qu'il chante et qu'il parle pour l'Église. Les représentants de ce nouveau style ont pour nom Nivers, organiste de Saint-Sulpice, 1630-1714, Lebègue, organiste de Saint-Méry, mort en 1702, Raison, mort vers 1715, Louis Marchand, organiste de Saint-Paul et des Cordeliers, 1669-1732, tous parisiens, auxquels il faut joindre quelques provinciaux comme Gilles Julien de Chartres, Boivin, mort en 1706, Corrette de Rouen, Dumage de Saint-Quentin, son livre d'orgue est de 1708. Tous coloristes, ces organistes ont laissé des livres d'orgue en lesquels ils conservent par respect encore les modes ecclésiastiques, mais ils oublient parfois la mission qui leur incombe de faire prier à l'Église. Les Noëls de certains sont des suites de variations d'un esprit tout profane, de même que les deux suites très rythmées décoratives au sensuel du Parisien Clérambault, mort en 1749, organiste de Saint-Sulpice. Des deux tendances qu'on vient de dire, quelques artistes ont cherché à faire la synthèse. Les uns n'y ont réussi qu'à moitié, tels que d'Anglebert, 1635-1691, qui est ordinaire de la musique de la chambre du roi pour le clavecin. Gigot, 1625-1717, organiste de Saint-Nicolas-des-Champs, les autres y ont excellé. François Couperin, 1668-1733, et Nicolas de Grigny, mort en 1703, deux des plus célèbres musiciens de notre pays, ont enrichi l'un et l'autre leur art au contact d'une tradition étrangère, italienne ou allemande. Descendant d'une illustre dynastie, son oncle Louis, mort en 1661, organiste de Saint-Gervais, a laissé 70 pièces liturgiques, fantaisie et versées pour orgue. Le premier écrit en 1690, deux messes, l'une à l'usage des paroisses, l'autre pour les couvents, qui groupent chacune 20 et 21 pièces en lesquelles nous relevons des versets pour l'ordinaire, Kyrie, Gloria, Agnus, d'une conception toute classique et liturgique, et d'autres pages d'une sensibilité moderne, d'une poésie séduisante, récits de Cromorne. L'offertoire sur les grands jeux de la première messe triptyque au volet heurté demeure le chef-d'œuvre incontesté de celui qui fut ainsi organiste de Saint-Gervais et organiste de la Chapelle Royale depuis 1693. Son jeune émule, Nicolas de Grigny, élève de Nicolas Lebègue, fut organiste de Saint-Denis près de Reims. Mort à la fleur de l'âge, il a laissé un livre d'orgue en 1699 dont Jean-Sébastien Bach a recopié de sa main tous les feuillets. Est-ce assez dire la qualité de cette musique? Des versets pour 5 hymnes de l'Église catholique où le choral se mêle au ricarré, deux fugues à 5 voix, des récits où l'on découvre des progressions opiniâtres et des phrases tumultueuses, des dialogues d'une richesse d'écriture que l'on trouverait difficilement ailleurs. Voici l'essentiel de l'œuvre du Rémois passionné, notamment une messe qui n'hésite pas à truffer son harmonie de dissonances chargées de sens. On s'étonnerait que Grigny n'eût pas eu connaissance des pièces que l'organiste de Saint-Pierre de Rome, sur un instrument aux possibilités très limitées, improvisait 50 années avant lui pour les transcrire dans tel de ses livres de toccate, canzone ou dans les Fiori Musicali 1635 que Jean-Sébastien Bach prit également la peine de relever. Girolamo Frescobaldi, 1583-1643, est au XVIIe siècle le grand représentant de l'orgue italien. Mais de quelle poésie son œuvre ne rayonne-t-elle pas? Il subdivise la canzone en 3 ou 4 fragments et chacun d'eux donne lieu à une exposition de fugues sur un même thème. Élargissement du ricarré, qu'il cultive par ailleurs. À l'intention de l'organiste, il compose des versets pour le Kyrie, pour certains hymnes ou encore pour le Magnificat. Ici et là, très courts poèmes d'un contrepoint limpide avec fragments en augmentation, jeu de retard subtil qui corne et qui corse l'harmonie, chromatisme qui la rend plus humaine. C'est dans les toccatas que sa personnalité s'exprime avec le plus d'originalité. Les unes présentent ce tourment
et cette exaltation de l'esprit qui cherche la vérité. Les autres traduisent la méditation de l'âme en présence du mystère de l'incarnation. Toccata per Levitiane, une atmosphère de prière, d'extase baigne toute cette œuvre, sans doute connue de Louis Couperin. Elle ne saurait faire oublier au même moment les textes audacieux du prestigieux Tarquinio Merulla, organiste de la Crémonne, ni les belles pages du napolitain Trabazzi, mort en 1647. Sans doute, à la suite de Cabezón, les Espagnols cultivent-ils les mêmes formes que les organistes français ou italiens. Mais la somptueuse richesse des timbres de leurs instruments, la conception esthétique de ces maîtres, leur écriture empreinte encore de primitivisme, la double personnalité qu'à tout instant l'on découvre chez ces artistes, le mystique d'une part, le passionné de l'autre, l'homme rêveur et la mélancolie ici, l'homme impétueux et emporté là, voici les raisons suffisantes pour ne point trouver le même esprit, le même accent en leur œuvre qu'en celle d'un Tite-Louse. On doute qu'un Jean-Sébastien Bach les ait connus, et c'est pourquoi elles semblent assez en marge du mouvement qu'on s'efforce de décrire. Les cantalas possèdent cette souplesse, ce lyrisme, qui parfois leur appartiennent encore aux Italiens. Ainsi en est-il d'un Menalt, mort en 1670, organiste de la Santa Maria del Mar de Barcelone, d'un Lopez, 1669-1723, organiste du monastère de Montserrat, et du plus jeune encore, Elias, mort en 1749, Viola, mort en 1798, Casanova, mort en 1799, ces deux derniers, moines de Montserrat. Mais combien plus attaché au rythme, plus fantaisiste et déjà romantique ces Castillans et les artistes tourmentés de l'Aragon et de l'Andalousie. On se borne ici à citer Pedro de Soto, qui est organiste de la chapelle royale de Grenade au XVIe siècle, Peraza, mort en 1598, organiste de Séville, Hermás Raiza, qui est mort au XVIe siècle, organiste de Burgos, Oxinagas, qui est du XVIIIe siècle, organiste de la chapelle royale, et Moreno, mort en 1776, organiste de Saragosse. Au premier rang de ceux-ci se détache la curieuse personnalité de Juan Cabanilles, 1644-1712, organiste de la cathédrale de Valence. Plein de sève et de feu, il traite toutes les formes, cento, passacae, differencias, toccata, les amplifie au point de les ramener souvent à un cadre unique, celui de la grande variation décorative. Il a le secret des rythmes les plus inattendus, technicien de l'harmonie, des intervalles de cartes qui ne déplaisent pas plus que les septièmes et les secondes. Ces thèmes, parfois, ont une impétuosité claironnante qui séduit les foules. Un étincelant virtuose de l'orgue, ce Cabanilles, comme un Scarlatti, le sera du clavecin dans quelques années à Madrid. Couperin et Grigny parviennent à établir le renom de l'école française, Swilling celui de l'école hollandaise. Frescobaldi en fait autant pour l'école italienne, Cabanilles pour l'école hispanique. Reste l'Allemagne, cette Allemagne qui doit en cette fin du XVIIe siècle donner naissance au grand héros de l'orgue, Jean-Sébastien Bach. Quelle est la tradition dont peut se prévaloir le jeune étudiant de Thuringe? À quelques sources a-t-il puisé sur son sol natal? À la suite de la guerre de 30 ans et des ruines qu'elle vient d'accumuler, il semble que ce soit à la tribune de l'orgue que les artistes trouvent refuge. Alors, deux tendances se font jour, s'opposent que Bach saura réunir. Plus proches de l'Italie, les artistes du Sud, qui appartiennent presque tous à l'Église catholique, confient à leur instrument des pages d'une lumineuse poésie, d'une chaude intimité. Les organistes du Nord, protestants pour la plupart, en extraient de tumultueuses toccate ou des variations de chorale, d'une ornementation chargée d'un ample développement. Voici d'abord les représentants de la tradition ultramondaine,
les partisans de l'équilibre plus que de la couleur. Natif de Stuttgart, Froberger, 1616-1667, après avoir travaillé à Rome 5 ans auprès de Frescobaldi, voyage en Allemagne, en Angleterre, en France. Ses canzone, ses toccate, ses ricercari disent l'admiration qu'il éprouve pour son maître, dont il n'a ni la ferveur ni la richesse intérieure. L'écriture fuguée tient une place importante de son œuvre. Il recherche les oppositions de ses rythmes, laisse errer son imagination en des toccate qui semblent plutôt improvisées qu'écrites. Et les épisodes se succèdent, nombreux et différents de style en ses fantaisies et ses caprices, mais il reste latin par l'équilibre qui s'épand sur toutes ses pages. Kerl, 1627-1693, organiste de l'empereur, s'est formé à Rome auprès de Carissimi. Ses canzone, ses interludes pour le Magnificat en appellent pourtant encore à l'école de Girolamo. Son toccate, comme celle de celui-ci sont de deux sortes. Ici, une improvisation fantaisiste qui procède par flexible ondulation, là une organisation où le rythme souverain. Au même instant, le Savoyard Muffat, 1635-1704, disciple de Lully et du Romain Pasquini, organiste à Salzbourg puis à Passau, mêle dans ses 12 toccate sa chaconne, sa passacaille, style italien et français. Il renouvelle le cadre de la toccata par la fragmentation qu'il admet dans son développement et la couleur dont il part chacun de ses épisodes. Bach se souviendra de ses leçons. Mais plus sensible encore est l'influence exercée sur le cantor par le chef de cette école, Johann Pachelbel, 1653-1706. Natif de Nuremberg, il occupe tour à tour des postes d'organiste à Vienne, Eisenach, Erfurt, Stuttgart, Gotha et dans sa ville natale. Son œuvre importante comporte des toccatas, préludes, fantaisies, des chorales, des fugues et une série de 94 versets du Magnificat. Les deux types de toccata se trouvent ici représentés. L'improvisation à 4 voix sur des tenues de pédales, des mouvements continus à 3 voix qui exigent les 3 plans sonores de l'orgue. Son langage reste toujours celui de l'artiste réfléchi. Dans ses chorales figurées ouvre une ample introduction. Il recherche l'émotion intérieure et la symétrie des périodes lui est une manière d'y atteindre. Le choral varié témoigne de son goût pour le travail bien fait et de sa sensibilité affinée, sinon de la fantaisie. Liturgiste, ce virtuose ne cherche pas à briller, et au symbole musical il n'attache pas toute l'importance que lui donnent certains de ses émules. Il excelle dans ses 94 versets en style fugué, écrit pour le Cantique de la Vierge, chef-d'œuvre du genre, par la science du contrepoint, autant que par l'esprit et le souci des proportions. Riante et sereine, la sève circule en ses pages concises, et par là Pachelbel atteint à la beauté pure. Voici maintenant les représentants de la tradition nordique, les partisans de la fantaisie plus que celle de la symétrie. Ils semblent musiciens de concert plus d'église et vivent surtout dans les 3 foyers de la musique que sont Hambourg, Lunebourg et Lübeck. C'est là que Jean-Sébastien Bach va trouver ses maîtres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt.